Alcatraz a toujours été plus que des murs de béton et des vagues froides et implacables. C'est une énigme entourée de barbelés, enveloppée de brouillard et imprégnée de légendes. Pendant des décennies, le monde a contemplé cet affleurement déchiqueté dans la baie de San Francisco, hanté par une seule question. En sont-ils sortis vivants? Aujourd'hui, en 2025, un nouvel indice est apparu, si méticuleusement élaboré, si surprenant dans sa précision, qu'il bouleverse des croyances de longue date. Mais ne vous attendez pas à une conclusion nette. Il ne s'agit pas d'une histoire de héros ou de méchants bien définis. C'est une histoire d'ombres et de silence, de science qui se heurte aux mythes et d'une nuit qui murmure encore des secrets à travers l'eau. Que s'est-il réellement passé au-delà des murs froids et humides des cellules? Et jusqu'à présent, sommes-nous parvenus à la vérité? Le pénitencier fédéral d'Alcatraz, connu simplement sous le nom de The Rock, n'était pas seulement la prison la plus redoutée des États-Unis. C'était la prison la plus redoutée des US. C'était le dernier mot du gouvernement américain en matière de punition, une forteresse du désespoir. Perquée sur une île battue par les vents, à 1,25 miles de la côte de San Francisco, Alcatraz a d'abord été un bastion militaire dans les années 1800, 50 avant d'être transformé en pénitencier fédéral en 1934. Géré par le Bureau fédéral des prisons, il est devenu la dernière étape pour les détenus les plus ingérables, les plus dangereux et les plus susceptibles de s'évader du pays. Dès le départ, Alcatraz a été conçu non pas comme un lieu de réhabilitation, mais comme un lieu de confinement, une institution à sécurité maximale et à privilèges minimaux où l'espoir entrait rarement et sortait rarement. La prison elle-même était un chef-d'œuvre d'enfermement, brutale dans sa structure comme dans sa philosophie. Elle a été conçue pour briser les hommes et s'assurer que personne ne franchisse jamais la porte d'entrée, ou ne s'éloigne de son rivage à la nage. Le bâtiment principal, construit entre 1910 et 1912, comprenait 4 blocs de cellules, un réfectoire, un hôpital, une bibliothèque et des bureaux administratifs. Les cellules étaient petites, nues et construites avec des barreaux d'acier à l'épreuve des outils. Les prisonniers étaient comptés jusqu'à 13 fois par jour, et le ratio gardiens-détenus était le plus faible du pays. Des détecteurs de métaux, des bombes lacrymogènes et des gardes armés dans des galeries d'armes surélevées renforçaient la sécurité à chaque instant. L'accès à des privilèges tels que le travail, les visites et même les conversations pendant les repas devaient être mérités, ce qui rendait la vie quotidienne à la fois stricte et psychologiquement éprouvante. Avec une capacité d'accueil d'environ 312 détenus, Alcatraz était rarement rempli au maximum. Il a accueilli certains des pires criminels connus, Al Capone et Machine Gun Kelly. Les délinquants au rabais étaient envoyés au D-Block, Home to the Hole, des cellules d'isolement tristement célèbres pour leurs conditions inhumaines. Il s'agissait d'une ségrégation strictement raciale, sans volonté de réinsertion, mais uniquement de contrôle. D'importantes améliorations ont été apportées au fonctionnement de la prison au cours de ses 29 années d'existence, comme l'introduction de clôtures électrifiées, de systèmes de verrouillage modernisés et de rénovations visant à améliorer la sécurité dans les années 1930 et 1940. Alcatraz a été fermé le 21 mars 1963. Principalement en raison du coût élevé de l'entretien et de l'état de délabrement des bâtiments dû à la corrosion par l'eau salée. Et pourtant, c'est cet héritage qui frappe l'imagination. Aujourd'hui, géré comme un musée par le service des parcs nationaux, il accueille plus d'1 million de visiteurs par an. Des zones rénovées permettent de découvrir ce qui était autrefois considéré comme le pénitencier le plus dur des États-Unis. Une forteresse où la mince ligne séparant la punition de la survie s'est souvent estompée. Ses murs étaient solides, mais sa légende l'était encore plus. Jusqu'à ce qu'une nuit change tout, le mythe du rocher inéluctable. Alcatraz n'était pas seulement une prison, c'était un symbole. Perqué sur une île battue par les vents dans la baie de San Francisco, il en est venu à représenter le dernier mot de l'incarcération américaine. Alcatraz n'était pas seulement un lieu de détention.
C'était aussi l'endroit où le système envoyait les détenus qu'il avait abandonnés. La conception de la prison, son isolement et sa routine implacable ont créé une légende. Cette évasion était non seulement impossible, mais impensable. Cette croyance n'était pas fondée sur le folklore. Elle était renforcée par les statistiques. Au cours de ses 29 années d'activité, il n'a jamais été confirmé que quelqu'un s'était échappé. Lors des 14 tentatives enregistrées, la plupart ont été capturées ou tuées, et quelques-unes ont disparu dans les eaux, présumées noyées. Les marées traîtresses, les températures glaciales et l'éloignement du rivage faisaient de la baie elle-même une barrière infranchissable. Tenter de s'évader, c'est, selon la plupart des critères, signer son arrêt de mort. Cette image, totalement contenue, était essentielle pour Alcatraz. Il ne s'agissait pas seulement d'enfermer les gens, mais d'anéantir toute idée d'évasion. Les gardiens, les fonctionnaires et le public ont adhéré au mythe de l'impossibilité de s'échapper du rocher. Et ce mythe a servi le pouvoir de la prison. Ce pouvoir a été mis à rude épreuve en juin 1962, le 11 juin 1962. Entre 22h30 et 23h00, 3 détenus devaient sortir de leur cellule et disparaître. Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin. L'évasion a provoqué une introspection. Dès qu'on a dit qu'Alcatraz avait été déjoué, ne serait-ce qu'une fois, on l'a fait tomber de son piédestal. Les répercussions psychologiques ont été immédiates. Il y avait eu une forteresse, il n'y a plus que du mystère. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres, l'énigme a perduré. L'absence de conclusion définitive a semé le doute, puis la fascination, et enfin une histoire plus grande que la prison elle-même. Aujourd'hui encore, l'évasion de 1962 n'est pas seulement un événement, c'est un point d'ancrage dans le mythe d'Alcatraz. La question de savoir si ces hommes ont vécu ou sont morts reste un mystère. Ce que l'on sait, c'est que leur disparition même a ouvert une brèche dans un mythe que l'Amérique portait depuis des décennies. Cette fissure dans la roche a permis à la légende de s'infiltrer. Frank Morris, le génie derrière le plan. Frank Lee Morris était loin d'être un détenu ordinaire. C'était un criminel chevronné, à l'esprit brillant et aux antécédents d'évasion. Le genre d'homme qu'Alcatraz a été spécialement conçu pour contenir. Orphelin à l'âge de 11 ans et condamné à 13 ans, Morris a passé la majeure partie de sa jeunesse entre foyers d'accueil et institutions. Cette vie d'instabilité l'a endurci. Mais elle a aussi aiguisé ses instincts, avec un CV criminel comprenant des vols à main armée, la possession de substances et de multiples tentatives d'évasion réussies. Morris a été transféré à Alcatraz en janvier 1960 après s'être enfui du pénitencier de l'État de Louisiane. Dès son arrivée, il pensait déjà à la façon dont il partirait. Une fois à Alcatraz, Morris a été placé à côté de ses co-détenus John et Clarence Anglin, ainsi que Dallin West, qu'il avait déjà rencontrés dans d'autres prisons. Leurs cellules étant côte à côte, les hommes pouvaient chuchoter entre eux la nuit, formant discrètement ce qui allait devenir l'une des équipes d'évasion les plus calculées de l'histoire. Morris assume naturellement le rôle de leader. Son intelligence et son expérience de l'évasion ont fait de lui l'architecte du plan qui allait finalement ébranler la réputation d'Alcatraz. Contrairement à d'autres qui avaient essayé et échoué, Morris visait une exécution sans faille. Le groupe a passé des mois à découper le béton endommagé par le sel sous les évents de leurs éviers. Ils avaient volé des cuillères en métal, des lames de scie mises au rebut, et avaient construit une perceuse alimentée par un aspirateur pour faire des trous dans le béton qui se détériorait. Morris a fabriqué des grilles en papier mâché, peintées avec des objets qu'il a volés à la bibliothèque et à l'atelier d'entretien, pour masquer leurs activités. Même les bruits de forage ont été pris en compte. Morris jouait de son accordéon à l'heure de la musique, utilisant son sifflement pour couvrir le bruit des activités de creusement. Il n'y a pas d'improvisation ici. Il est certain qu'il y a une planification, ce qui prouve que Morris est un brillant tacticien. L'acte même de s'évader n'était pas simplement une évasion de prison, mais plutôt un défi direct au mythe de l'invulnérabilité d'Alcatraz. En cousant plus de 50 imperméables pour en faire un radeau et des gilets de sauvetage d'1 mètre sur 2,
en utilisant des tuyaux de vapeur chaude pour sceller le morceau de caoutchouc. Morris et les frères Anglin ont défié la gravité. Ils ont même transformé un concertina en pompe à air de fortune. Ils se seraient officiellement noyés, mais aucun corps n'a été retrouvé, et la lettre de 2013 contient des preuves irréfutables du contraire. Que Morris soit mort dans la baie, ou qu'il ait vécu une vie secrète dans la clandestinité, son évasion est indéniablement la plus astucieuse des 30 ans d'histoire d'Alcatraz, prouvant que même le rocher peut être fissuré. Les frères Anglin John et Clarence Anglin étaient plus que deux détenus purgeant une peine. Ils étaient des frères liés par les épreuves, la loyauté et un désir implacable d'être libres. Nés dans une famille d'agriculteurs pauvres de la Floride rurale, ils faisaient partie d'une grande fratrie de 13 frères et sœurs et ont grandi en apprenant à survivre ensemble. Ce lien de fraternité est devenu le fondement de leur célèbre évasion d'Alcatraz. Leur vie criminelle, essentiellement axée sur les braquages de banques, les a conduits au pénitencier d'Atlanta, où leurs tentatives d'évasion répétées sont devenues un tel problème que les autorités pénitentiaires les ont finalement envoyés à Alcatraz, la destination supposée des fauteurs de troubles. C'est à Alcatraz que les Anglins ont retrouvé Frank Morris, qu'ils avaient rencontré lors de leur précédent séjour derrière les barreaux. Les frères ont été placés dans des cellules adjacentes à celles de Morris et d'Allen West, ce qui leur a permis de communiquer et de collaborer secrètement. Morris étant le cerveau de l'opération, les frères Anglin sont devenus des auxiliaires indispensables à l'évasion. Pendant des mois, ils ont aidé à creuser des trous dans le béton en décomposition, à l'aide de cuillères en métal et de lames de scie. Tandis que Morris s'occupait de l'aspect technique du plan, les Anglin travaillaient sur la logistique et la dissimulation, fabriquant des couvercles de ventilation en papier mâché pour dissimuler les trous et rassemblant des matériaux dans le cadre de leur mission de travail en prison. Cela aussi les a aidés à préparer l'équipement nécessaire à leur évasion. Ils ont également aidé Morris à préparer le gigantesque radeau de 2,5 mètres sur 2,5 mètres, fabriqué à partir de plus de 50 imperméables volés et réutilisés. Les tuyaux de vapeur chaude de la prison scellaient le caoutchouc, tandis qu'un concertina modifié était utilisé pour gonfler le radeau à l'aide d'une pompe à air. Il est également important de connaître les activités quotidiennes de la prison et les matériaux accessibles par le biais du système d'usine, mais chacun de leurs mouvements était calculé. Le parcours emprunté était soigneusement protégé d'une autre illusion bien construite, y compris les têtes de mannequins emblématiques qu'ils ont aidé à sculpter à partir de savon, de papier toilette et de vrais cheveux balayés sur le sol du salon de coiffure. Les événements qui ont suivi leur disparition comptent parmi les mystères les plus fascinants de l'histoire criminelle américaine. Des éléments de preuve sont apparus qui confirment l'idée que les deux frères ont vécu même après l'annonce légale de leur mort en 1979. Outre la lettre de 2013 affirmant qu'ils se cachaient, des cartes de Noël des frères ont été confisquées et même une photo de 1975 qui semble les montrer au Brésil. Des agents pénitentiaires et des membres de la famille interrogés par la BBC se souviennent de cet incident comme étant choquant et étrangement silencieux. Il n'y a eu aucun bruit, aucune alarme n'a été déclenchée pendant la nuit. Si les Anglins ont survécu, ils ont réussi non seulement une évasion physique, mais aussi une évasion psychologique, en sortant d'une prison rendue inéluctable et en sortant de l'histoire elle-même. Créer l'illusion. La réussite de l'évasion d'Alcatraz en 1900. 62 ne réside pas seulement dans le creusement ou la construction du radeau, mais aussi dans l'illusion. L'un des éléments clés qui a permis à Frank Morris et aux frères Anglin de disparaître sans être repérés a été la création de têtes factices étrangement réalistes. Ces leurres étaient si convaincants qu'ils trompaient les gardes qui comptaient régulièrement les têtes. Sculptées à partir d'un étrange mélange de savon, de dentifrice et de papier toilette, les têtes ont été soigneusement moulées pour ressembler à des détenus endormis.
Les évadés les ont peintes dans des tons chers à l'aide de fournitures artistiques volées dans l'atelier d'entretien de la prison et les ont coiffés de vrais cheveux humains ramassés sur le sol du salon de coiffure. Ces têtes n'étaient pas seulement intelligentes, elles étaient critiques. Lors des contrôles nocturnes, les gardiens ne secouaient pas physiquement les prisonniers pour les réveiller. Ils se contentaient d'observer les cellules à la recherche de mouvements, les mannequins, placés sur les oreillers et partiellement cachés sous les couvertures, donnant l'illusion parfaite du sommeil. Pour compléter la supercherie, les évadés ont regroupé des vêtements et des serviettes sous les draps pour imiter les formes des corps endormis. L'effet était si parfait que ce n'est qu'à l'appel du matin, le 12 juin, que les gardiens se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, le trio était parti depuis des heures. La tromperie allait au-delà des têtes factices et comprenait des cavernes s'étendant à l'intérieur des murs. Les prisonniers ont utilisé des cartons et des couvertures en papier mâché, fabriqués à partir de pages de magazines déchirés provenant de la bibliothèque de la prison pour faire des trous qui ont été creusés pendant des mois. Pendant tout ce temps, les prisonniers camouflaient les trous. Ces fausses grilles ressemblent aux grilles d'aération situées à l'arrière de leurs cellules. Ces fausses grilles s'intègrent bien dans le mur, cachant derrière elles l'issue de secours, qui s'annonce béante. Les gardiens, en jetant un coup d'œil dans les cellules, ne voyaient qu'une bouche d'aération scellée tout à fait normale, alors qu'en réalité, un tunnel vers la liberté attendait derrière. Ce qui est le plus remarquable dans cette illusion, c'est sa résonance avec la tradition plus large de la guerre psychologique derrière les barreaux, l'art de la tromperie cultivée par des hommes désespérés dans des endroits désespérés. En fait, partout dans le monde, des tromperies ont permis d'échapper à l'emprisonnement, qu'il s'agisse de lettres introduites clandestinement dans des livres évidés ou de faux uniformes cousus à partir de bouts de linge. Cependant, peu d'entre elles se comparent à la ruse d'Alcatraz en termes de détails et de mise en scène. L'agent du FBI qui a travaillé sur l'affaire, Michael Dyke, a fait remarquer qu'ils ne s'étaient pas contentés de creuser, mais qu'ils avaient répété une performance, ce qui indique que l'évasion a été autant psychologique que physique. Les évadés ont mis en scène un spectacle qui a séduit non seulement les gardiens, mais aussi l'ensemble du système pénitentiaire. Cette nuit-là, leurs cellules sont devenues une scène et, pendant quelques heures, les évadés ont été des acteurs jouant le rôle fantomatique de disparus. Mais la tromperie n'était qu'un début. La véritable évasion a commencé sous la surface. Les fondations du plan d'évasion d'Alcatraz ont été littéralement gravées dans l'infrastructure en ruine de la prison. Frank Morris, John et Clarence Anglin et Alan West ont exploité une vulnérabilité critique. Le béton endommagé par le sel derrière les bouches d'aération situées sous leurs éviers. Pendant plusieurs mois, les hommes ont lentement ébréché le matériau affaibli à l'aide d'outils aussi simples qu'ingénieux. Ils ont volé des cuillères en métal au réfectoire et ont réutilisé des lames de scie mises au rebut. Plus impressionnante encore était leur perceuse artisanale, fabriquée à partir d'un moteur d'aspirateur. Petit à petit, nuit après nuit, ils ont creusé des tunnels d'évacuation qui débouchaient sur un couloir de maintenance non surveillé. Cet exploit n'a pas été rendu possible par la force brute, mais par une patience extrême et une précision chirurgicale. Les hommes ont travaillé avec soin pour éviter d'être repérés, en plaçant des couvertures en carton et des grilles d'aération en papier mâché sur les trous pendant la journée. Ces grilles ont été peintes de la même manière que le mur, à l'aide de fournitures artistiques provenant de la bibliothèque de la prison, ce qui leur a permis de se fondre parfaitement dans l'environnement. Les évadés coordonnaient leurs travaux de creusement pour qu'ils coïncident avec l'heure de la musique, une période quotidienne où l'on pouvait jouer d'un instrument. L'accordéon de Morris, bruyant et sifflant, masquait les bruits de grattage et de forage, transformant le bloc cellulaire en une zone de construction secrète. Une fois les trous suffisamment grands pour pouvoir s'y glisser, les évadés ont pénétré dans le couloir non gardé et sont montés à l'étage supérieur de la prison, où ils ont construit un atelier caché. Ils y stockaient du matériel et travaillaient sur d'autres éléments de l'évasion, le radeau et les pagaies. L'accès à cette section a été facilité par la détérioration de la prison.
qui repose sur les vestiges d'anciennes fortifications militaires. Certains anciens prisonniers et Plotard, des enquêteurs se souviendront que les fondations d'Alcatraz pourrissaient et se désagrégeaient, ce qui permettait à ces quelques hommes de travailler sans être dérangés dans ces tunnels d'entretien de taille ancienne. L'une des tâches finales les plus cruciales consistait à accéder au puits de ventilation situé tout en haut de l'immeuble. Les hommes ont grimpé 30 pieds, en utilisant des tuyaux de plomberie, et ont forcé le couvercle du conduit d'aération. Ensuite, pour éviter les soupçons, ils ont moulé un faux boulon en savon et scellé la grille. Encore un exemple de détails épars. Lorsque les évadés sont passés à l'action, ils avaient littéralement tracé un chemin complexe depuis leur cellule jusqu'au toit. Leur stratégie allait bien au-delà de la simple évasion. Ils ont utilisé les faiblesses ignorées de la prison, son âge et sa conception. C'est faisante. Ils ont réussi ce que personne d'autre n'a pu faire, une voie d'évasion non détectée, presque chirurgicale, pour sortir du rocher, du radeau à imperméable et de la baie glacée. Une fois leur tunnel d'évasion achevé et les niveaux supérieurs de la prison franchis avec succès, Frank Morris et les frères Anglin doivent encore faire face à l'obstacle, le plus redoutable, les eaux glacées et impitoyables de la baie de San Francisco. Les températures oscillent entre 50 et 55 degrés et les courants sont notoirement forts. Ce sont ces mêmes conditions qui ont longtemps cimenté la réputation d'inéluctabilité d'Alcatraz. Mais Morris et les Anglins ne se contentaient pas de s'évader d'une cellule. Ils s'échappaient d'une île forteresse. Pour ce faire, ils ont fabriqué un radeau et des gilets de sauvetage à l'aide de plus de 50 imperméables volés. Une prouesse d'ingénierie pénitentiaire qui a montré à quel point leur détermination était grande. Le radeau lui-même mesurait environ 1,8 mètres sur 1,8 mètres et a été construit dans un atelier de fortune que les évadés avaient installé au-dessus du bloc cellulaire. Les imperméables ont été cousus ensemble à l'aide de fils provenant des zones de travail de la prison. Et les coutures ont été scellées en faisant fondre du caoutchouc avec des tuyaux de vapeur trouvés dans le système de plomberie de la prison. Pour gonfler le radeau, ils ont transformé un concertina, semblable à un petit accordéon, un pompe à air de fortune. Même les pagaies étaient faites maison, fabriquées à partir de bouts de contreplaqué, probablement récupérés lors de leur travail. Tout ce dont ils avaient besoin pour défier la baie avait été caché à la vue de tous. Après des mois de préparation méticuleuse, le trio se retrouve enfin sur la rive nord-est de l'île dans la nuit du 11 juin 1962. Là, ils ont gonflé et lancé le radeau dans l'obscurité, se réjouissant d'avoir la chance de voyager jusqu'à Angel Island, une île lointaine située à moins de 3 kilomètres. Bien que l'évasion soit restée silencieuse jusqu'au lendemain matin, elle a lentement donné des indices sur son voyage. Une pagaie a été découverte par les gardes-côtes le 14 juin. Le même jour, un colis scellé contenant les effets personnels des frères Anglin est retrouvé. Une semaine plus tard, des morceaux du radeau ont dérivé jusqu'au Golden Gate Bridge, suivi d'un gilet de sauvetage de fabrication artisanale. Cependant, ces matériaux n'ont pas permis de retrouver la trace des hommes. De nombreux responsables, comme le directeur de la prison, restaient convaincus que les évadés s'étaient noyés. Vous entendez le vent, n'est-ce pas? Et vous voyez l'eau? A demandé le directeur de l'époque, Richard Willard, dans une interview à la BBC. Pensez-vous pouvoir vous en sortir? Chambers pensait cependant que la sophistication du radeau et la précision des évadés permettaient de conclure qu'ils avaient peut-être survécu. Des analyses scientifiques ultérieures ont en outre indiqué que si les évadés étaient mis à l'eau au cours d'une étroite fenêtre de marée, une telle évasion pourrait être couronnée de succès. Que la baille les ait avalés ou qu'ils aient atteint la liberté. Le radeau imperméable reste le symbole le plus innovant de défi contre la prison la plus sûre que l'Amérique ait jamais construite. Allen West. L'homme oublié Allen West était à l'origine l'un des 4 détenus qui ont participé à l'organisation de la grande évasion d'Alcatraz. Mais il n'a finalement jamais réussi à s'en sortir. Prisonnier de longue date à Alcatraz depuis 1957.
West connaissait Frank Morris et les frères Anglin depuis leur précédent séjour en prison. Et le temps qu'ils ont passé dans des cellules voisines leur a permis d'échafauder le plan ensemble. West a participé à toutes les étapes, ciselant les murs affaiblis derrière son évier, aidant à rassembler les matériaux pour le radeau et les têtes factices, et contribuant à la construction de l'itinéraire d'évasion. Mais la nuit cruciale du 11 juin 1962, West n'a pas réussi à percer le dernier morceau de béton à temps. Selon ses propres aveux, le tunnel de West était tout simplement trop étroit. Il avait mal calculé la taille ou n'avait pas réussi à enlever complètement la dernière section de ciment. Alors qu'il s'efforçait d'élargir l'ouverture dans la panique, les autres n'en pouvaient plus d'attendre. Le temps passant et l'aube approchant, Morris et les frères Anglin procédèrent sans lui. West reste dans sa cellule, conscient que l'occasion unique qui lui est offerte lui échappe. Son destin n'a pas été scellé par la peur, mais par le plus petit des obstacles physiques. Les derniers centimètres de béton qui s'effritaient ne voulaient pas céder. Le lendemain matin, les gardiens ont découvert qu'une évasion avait eu lieu et, immédiatement après, West a coopéré avec les autorités chargées de l'application de la loi. Il a fourni une description détaillée du plan d'évasion, indiquant le chemin vers le couloir des services publics, l'itinéraire sur le toit et le point d'arrivée prévu. Angel Island. Son témoignage a servi de base à la chasse à l'homme qui a suivi. Selon la BBC, il a conduit Ems. West a indiqué des preuves telles qu'une pagaie et des objets appartenant aux Anglins. Cependant, aucun des évadés n'a jamais été retrouvé, ce qui a donné lieu à des soupçons selon lesquels ils avaient en tête la présence de West pendant leur fuite et avaient modifié leur itinéraire afin d'éviter d'être capturés s'ils parlaient. Alan West a dû porter le fardeau d'un plan qui a failli être mis en œuvre. S'il a échappé au risque de mourir de froid dans les eaux traîtresses, il a perdu l'occasion de s'échapper vers la liberté. Après l'échec de sa tentative d'évasion, Alan West a été traité lorsqu'Alcatraz a fermé ses portes en 1963 et qu'il a purgé sa peine. Bien qu'il ait souvent été éclipsé par ceux qui semblaient avoir disparu, il a joué un rôle central dans l'évasion, en fournissant le récit le plus complet de l'intérieur. Dans le récit mythique d'Alcatraz, West est le témoin sur Terre d'un vol qui aurait pu réussir, un aveu qui fait froid dans le dos ou un canular astucieux. And 2000 Trays. Plus de 50 ans après l'évasion qui a stupéfié le monde entier, un nouveau rebondissement a ravivé l'intérêt pour le mystère d'Alcatraz. Une lettre, prétendument écrite par John Anglin, a été envoyée à la police de San Francisco. On peut y lire « Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962. » Oui, nous avons tous survécu cette nuit-là, mais de justesse. La lettre affirmait que Frank Morris était mort en 2005, Clarence Anglin and 2008, et que John lui-même était en phase terminale et prêt à négocier sa reddition en échange d'un traitement médical. Le message a déclenché une nouvelle vague de spéculation et a incité les forces de l'ordre à examiner de plus près une affaire considérée comme close depuis des décennies. Le FBI a discrètement lancé une nouvelle enquête. La lettre a fait l'objet d'un examen médico-légal, d'une analyse de l'écriture, d'empreintes digitales et de tests ADN afin de déterminer si les aveux pouvaient être légitimes. Malgré tous ces efforts, les résultats n'ont pas été concluants. L'écriture ne correspondait pas définitivement aux échantillons connus des Anglin ou des Morris, et aucun ADN ou empreinte digitale utilisable n'a pu être confirmé. Cette ambiguïté a laissé l'affaire en suspens, entre croyance et doute. La lettre était suffisamment crédible pour suggérer qu'elle pouvait être réelle, mais il manquait les preuves tangibles nécessaires pour prouver son authenticité. La population en général s'est restée ignorante de l'existence de la lettre jusqu'en 2018. Lorsque l'histoire a été révélée par la chaîne locale CBS KPX, la date et le contenu de la lettre, ainsi que des décennies d'observations présumées et d'affirmations familiales, ont donné de l'oxygène à un mystère qui n'est pas près de s'éteindre. Avant même que la lettre ne fasse surface, la famille Anglin affirmait avoir reçu des cartes de Noël des frères, et il existait une photographie de 1975 très controversée montrant John et Clarence au Brésil.
Le texte de la lettre, avec sa référence effrayante à la survie, au voyage à travers les États et à la vie tranquille dans la clandestinité, pourrait peut-être constituer la preuve la plus convaincante à ce jour que l'évasion a peut-être fonctionné. Liu S. Marshals Service, techniquement toujours en charge de l'affaire, a laissé toutes les portes ouvertes. Ce n'est que récemment, en 2022, qu'il a publié de nouvelles versions vieillies de l'apparence actuelle de Morris et des frères Anglin, en lançant des appels au public pour qu'ils trouvent de nouvelles pistes. Certains enquêteurs et responsables restent convaincus que les hommes sont morts dans la baie, mais d'autres pensent qu'il reste trop de questions sans réponse pour que l'affaire puisse être considérée comme close. Qu'il s'agisse d'une véritable confession ou d'un canular élaboré. La lettre de 2013 met en lumière des pans entiers de la légende d'Alcatraz et nous a probablement rapprochés de la vérité plus qu'aucune autre lettre ne l'a jamais fait. Ce qui est particulièrement fascinant dans la lettre de 2013, c'est la façon dont elle s'intègre dans une fascination culturelle plus large pour les criminels disparus et les mythes non élucidés. À notre époque de surveillance maximale, d'empreintes numériques quasi absolues et d'intérêt public généralement faible, il semble presque mythique que 3 hommes aient pu disparaître après avoir commis un crime, en se fondant dans l'ombre pendant des décennies, pour ainsi dire. Ce qui précède évoque les légendes romanesques de nombreux D. B. Cooper. Pourquoi pas les criminels de Billy the Kid devenus des personnages de la culture populaire? Un vieil adage, quand l'outsider peut battre le système, les gens aiment un bon mystère. Cite Michael Dyke, un ancien officier de l'armée américaine, S. Marshall, lors d'une de ses interviews en 2016. Cet attrait n'est pas seulement dû à la théorie selon laquelle ces hommes auraient pu survivre, mais aussi à la philosophie même de quelques fissures pourries dans une institution par ailleurs rigide, où une parcelle de liberté reste possible. Au moment où la piste semblait froide, la science a trouvé quelque chose que les mythes n'avaient jamais pu trouver. La science contre le scepticisme. Pendant des décennies, les autorités pénitentiaires et les enquêteurs fédéraux ont cru que Frank, Morris et les frères Anglin n'avaient pas survécu à leur tentative d'évasion d'Alcatraz. Les eaux froides et rapides de la baie de San Francisco étaient considérées comme une barrière naturelle infranchissable. Le directeur de l'établissement, Richard Willard, s'est fait l'écho de ce sentiment lors d'une interview accordée à la BBC en 1964, en posant la question suivante: « Pensez-vous pouvoir vous en sortir? » Comme beaucoup à l'époque, il pensait que même si les hommes avaient réussi à quitter l'île, l'eau les aurait emportés. C'est cette conviction qui a motivé la décision du FBI de clore l'affaire en 1979, déclarant les évadés légalement morts. Mais au cours des décennies qui ont suivi, cette ligne dure a été de plus en plus remise en question par la science. En 2014, un groupe de chercheurs néerlandais a utilisé une modélisation informatique avancée pour reconstituer les conditions de marée de la nuit du 11 juin 1962. Ils ont découvert que si les évadés avaient mis leur radeau à l'eau entre 23 heures et minuit, un créneau qui coïncide avec l'heure estimée du départ, ils auraient pu être emportés par les courants jusqu'à Angel Island. Cette simulation contredit le récit de longue date selon lequel les eaux étaient insurmontables et offre un scénario de survie réalisable si les hommes ont été précis dans leur timing. Cette avancée scientifique a ravivé l'intérêt et jeté une lumière nouvelle sur des décennies de rumeurs et d'observations supposées. Dans le sillage des conclusions de l'étude néerlandaise, la lettre de 2013 affirmant que les hommes avaient survécu et vécu reclus a connu un regain d'intérêt, avec les preuves découvertes, la pagaille retrouvée et ses effets personnels, ainsi que des morceaux du radeau. Il était désormais plausible que les hommes aient pu atteindre le rivage en vie. Même l'évasion n'était pas physiquement possible. Il aurait pu fonctionner s'il avait été exécuté avec le niveau de détail dont les hommes ont fait preuve dans le reste de leur plan. Cependant, à mesure que les preuves et les données scientifiques s'accumulent, Lou S. Marshalls, ils ont déterminé qu'un condamné comme Morris et les Anglin aurait tout simplement disparu dans une vie tranquille et respectueuse de la loi. Néanmoins,
Le dossier restait ouvert. Pas plus tard qu'en 2022, des photos actualisées des 3 personnes en fonction de leur âge ont été publiées, ce qui signifie que les forces de l'ordre n'ont pas encore jeté l'éponge pour retrouver les fugitifs. La science a peut-être trouvé le vrai, ou l'incomparablement vrai, caché sous ce fait. L'évasion d'Alcatraz est l'un des mystères non résolus les plus fascinants d'Amérique. Une histoire où les faits et les possibilités se disputent encore la domination. Outre les cartes des marées et les reconstitutions médico-légales, la curiosité que suscite l'évasion d'Alcatraz tient à quelque chose de beaucoup plus profond dans la culture américaine, à une obsession nationale qui consiste à déjouer le système. Des livres aux films hollywoodiens comme Escape from Alcatraz, 1979. L'histoire a été mythifiée non pas comme une évasion de prison, mais comme une histoire d'ingéniosité humaine sur le pouvoir institutionnel. Pensez-vous qu'ils s'en sont sortis vivants ou que la baie les a emportés pour de bon? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié le mystère, donnez un like à cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres plongées dans le crime et l'histoire. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer la suite. Maintenant, regardez la vidéo suivante sur votre écran. Vous n'en reviendrez pas de ce qui y a été découvert.